Ça fait la transition avec la table ronde que j'ai commencé à introduire. Je vais être très rapide de vous dire que cette table ronde, on est, comme les précédentes, on est très enthousiaste de la voir s'organiser parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement d'une démarche d'appel à projet qui a été lancée par l'instance régionale, cette IRAPS dont on parle depuis ce matin, présidée par le docteur Hutin, et l'agence, un appel à projet sur les soins éco-responsables qu'on a lancé en 2024 et qui a désigné 10 lauréats. Je me permets simplement, sans faire la pub de l'agence et de l'IRAPS, mais de préciser un petit peu quand même, avec une pointe de malice, de préciser que ça fait 3 ans maintenant que nous réalisons des appels à projets et que notre volonté en la matière, c'est d'être à l'écoute des besoins des territoires, des établissements, des professionnels de santé, de leur volonté d'initiative, de pouvoir s'engager. Et nous, notre souhait, c'est de soutenir vos propositions, de soutenir vos projets. Donc voilà, c'est un message pour vous dire qu'on va essayer, dans la mesure du possible, de continuer cette dynamique et cette méthode de travail avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à nous faire remonter. En tout état de cause, cet après-midi, donc la focale va être mise sur ces 10 projets lauréats. Et donc pour présenter la dynamique, les résultats, et sans doute mettre en lumière ce qui a été dit par le docteur Bernard, j'ai notamment retenu l'enjeu de mobiliser à tous les étages, j'ai retenu la question de l'évaluation. C'est professeur Malédan et Gilles Perriot, que je ne représente pas, qui vont appeler les différents intervenants à discuter autour de ces questions. Voilà, merci. Merci Ludovic 2 fois, merci pour le micro, merci aussi pour avoir été à l'origine et à l'initiative de cet appel à projet. Cet appel à projet, pour être très succinct, il avait 2 dimensions et c'est heureux aujourd'hui. Ça paraît une évidence quand on écoute le docteur Bernard. On a essayé d'associer, et c'était notre vision à tous les deux, d'associer la dimension de la pertinence qui nous était complètement indissociable de l'éco-soin. Et c'était pas si facile que ça au départ, mais ça a été l'enjeu de cet appel à projet conduit par l'ARS avec en plus une aide financière. Merci pour cette conduite de projet. Donc vous propose cette restitution des intervenants. La difficulté, c'est qu'on n'a pas voulu une intervention avec des diaporamas, ça aurait été un petit peu long. Donc, ce qu'on vous propose, c'est des échanges brefs. Et on a essayé de les regrouper dans une vision de levier, un petit peu dans la continuité de ce matin, dans une vision de levier de l'éco-soin par rapport aux organisations, modification des pratiques, changement des consommables. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe est plutôt dans l'appropriation des professionnels, de l'appropriation de l'usager de l'éco-soin, comment on utilise finalement l'éco-soin comme un levier de changement des pratiques également. Et le troisième point, ça sera sur la mesure d'impact. On ne peut pas faire d'évaluation sans référentiel, mais c'est bien aussi donc de mesurer l'impact sur nos pratiques. Et pour cela, il faut des outils. On a parlé d'Ecovamed, c'est ce qui est utilisé essentiellement pour le médicament. Pour autant, il y a d'autres dimensions, comme les laboratoires, comme les soins. Et pour cela, on a besoin aussi de s'outiller pour mesurer l'impact. Donc, on est dans de l'evidence-based medicine, hein, ça paraît évident pour tous. Et il faut associer à ces recommandations, effectivement, le levier positif que va être le volet environnemental. Donc, on a 3 groupes. Je te laisse les présenter. Ouais, c'est un duo. Hein. Enfin, Merci Yannick. Donc, le premier... On a un premier groupe sur le volet organisationnel avec le CH de Saint-Brieuc, le CHCB, le CH de Cornouailles et le CHU de Brest sur le premier volet qui est sur la dimension environnementale et donc sur le volet organisation des soins. On vous invite à nous rejoindre et à vous asseoir. Oui. Merci beaucoup et merci à vous. On a salué de façon juste, mais on n'oublie pas Fabienne Lourd aussi, qui a été un pilier, un grand pilier incitatif en permanence. Merci à elle. Donc, on commence par ce versant-là, et comme l'a bien rappelé Madame Noël Bernard, on va d'abord passer la parole au CH de Saint-Brieuc. Et Sarr, c'est vous qui prenez la parole. Je rappelle que, et j'en suis un co-responsable, que les soins critiques et les blocs opératoires sont les méchants producteurs, puisque dans le shift project tel que nous l'a montré Mme Noël Bernard, on est à 15 ou 20% des productions de CO2. Et vous avez remarquablement pris le taureau par les cornes et vous allez déjà nous expliquer quels ont été vos premiers axes de travail. Merci beaucoup.
Bah, merci, et je suis très content d'être là aujourd'hui pour participer et présenter un peu ce qu'on a fait à notre hôpital. J'ai surtout hâte de voir ce qui s'est passé ailleurs. Dans notre service à Saint-Brieuc, dans notre hôpital, on a mis en place, on a essayé de mettre en place une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, comme partout. Et on s'est dit, mais par où on commence? Voilà, c'est toujours la question qu'on se pose. On a toujours beaucoup d'idées, d'excellentes idées. Et là, la première chose qu'on a fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été très agréable, très apprécié et surtout très efficace, c'est qu'on a monté un groupe de travail avec plein de gens, plein de professions différentes et surtout des acheteurs. Et là, j'ai découvert un métier, j'ai découvert toute une logistique extraordinaire. Et d'un seul coup, ils m'ont dit, bah, je leur ai dit, bah, je ne sais pas ce qui émet des gaz à effet de serre. Ils m'ont dit, bah, regarde ce que tu consommes. Et du coup, on a regardé ce qu'on consommait et on a vu bah, que ce qu'on utilisait au quotidien, c'était des gants, des seringues. Bon, globalement, maintenant que je le dis, en fait, je le savais. Mais en vrai, je ne le savais pas. Donc, j'ai appris quelque chose grâce aux acheteurs et ils m'ont appris quelque chose sur ma pratique du quotidien. Et on a fait un calcul, on a regardé avec les outils, hein, par Ecovamed, on a regardé avec Carbone, qui est un autre outil qui permet d'estimer son empreinte carbone des différents dispositifs médicaux. Et on s'est rendu compte que c'est ce qu'on utilisait le plus qui émettait le plus de gaz à effet de serre. Et donc, ça a été super de travailler avec ces acheteurs, avec cet outil-là. Et donc, on s'est dit, on va s'attaquer aux gants et on va s'attaquer aux seringues. Et on a fait des actions. Je continue, je peux parler pendant des heures, hein, mais Non, on va pas parler pendant 2 heures, parce qu'il y a encore 2-3 minutes pour nous présenter. Déjà, c'est la méthode, maintenant les résultats. ouais. Hein, ça fait drôle, hein, quand on se rend compte qu'on consomme 1 million de gants par an. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'est dit un million de gants. Bah ouais, c'est assez impressionnant. C'est un gros chiffre. Ça sonne rond en plus. Donc voilà. Donc ça a été une bonne façon de rentrer dans le sujet. Quand on a dit ça fait tant de tonnes de CO2, ça parlait moins aux soignants. Malgré tout, on s'est dit 1 million de tonnes, 1 million de gants, c'est beaucoup. Et on allait voir le service d'hygiène. Je leur ai dit, je suis désolé, je voudrais consommer moins de gants. Ils m'ont dit, mais c'est génial. En fait, c'est génial, c'est super. Il faut baisser les gants. Donc on a fait une campagne de com avec l'hygiène, avec le service com, avec les acheteurs et avec les soignants, puisqu'on allait les voir. Et on s'est dit, bah comment baisser les gants. Donc on a revu les indications, on a réfléchi, et puis ça a été super efficace. Moi j'avoue, hein, j'y connais rien en com, et en fait ça marche pas mal parce qu'on a baissé notre consommation de 30%. C'est-à-dire que par patient, on utilisait 100 gants par patient par jour. Donc là j'étais un peu ému, j'ai regardé ce qui se passait ailleurs, c'était pareil. Hein, ça m'a rassuré. Et puis finalement maintenant on n'en est plus qu'à voilà, 70, entre 60 et 70 gants en 2 ans, voilà, ça a baissé par patient par jour. Alors ça semble encore énorme, mais c'est quand même finalement bah, voilà, autant de gants qu'on n'a pas utilisés. C'était une action hyper simple à mettre en place en fait. Ça a été beaucoup de discussions, mais on n'a pas investi d'argent, on n'a pas eu besoin de revoir des protocoles très compliqués et finalement ça a été efficace. Les seringues, c'est pareil, on a modifié la façon dont on remplissait nos seringues. En fait, on s'est rendu compte que le premier médicament qu'on utilisait, c'était l'eau qui servait à diluer les médicaments qu'on mettait dans les seringues. On s'est dit pourquoi on met de l'eau pour diluer les médicaments? Ben, en fait, on a optimisé le remplissage des seringues, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un peu de médicaments et beaucoup d'eau, on a mis beaucoup de médicaments et un peu d'eau pour que ce soit stable quand même, parce que c'est quand même un métier, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Donc, on a revu avec notre pharmacie pour que ce soit le juste soin et que ce soit effectivement quelque chose qui soit rigoureux. Et en optimisant le remplissage des seringues, ben, on a divisé, on est passé de 6-7 seringues globalement d'IVSE par jour à 5 seringues d'IVSE par jour, toutes seringues et toutes indications confondues. Donc ça, c'était un super résultat aussi. Voilà, donc on a diminué de 30% les gants, 20%, 15-20% les seringues. Et puis on a travaillé sur d'autres choses, mais voilà, qui sont peut-être un peu plus vitrines. En tout cas, les charlottes de bloc, des choses. Nous, on n'en consomme pas, on n'est pas un bloc opératoire, hein, on n'en met pas autant qu'au bloc opératoire. Donc pour nous, c'était plus, on va dire, une façon de travailler avec les soignants, de les motiver, de leur montrer que c'était des choses qui bougeaient, qu'un vrai impact. Mais c'était un gros travail aussi de la logistique, de la lingerie, voilà, de toutes nos équipes. Donc c'était super. Donc on a baissé un peu notre consommation de plastique, un peu nos émissions de gaz à effet de serre. On soigne toujours les patients. J'espère que voilà, ça rend du service. Voilà, je crois que c'est très, très important. Enfin, je me permets juste une petite digression. C'est typiquement l'action telle qu'elle doit être conçue. C'est-à-dire que ce ne sont pas des injonctions descendantes. C'est un groupe qui réfléchit et qui se dit voilà. Et le groupe, il comprend certes du docteur, mais également de l'aide-soignante. Souvent, les aides-soignantes sont remarquablement pertinentes pour nous faire remonter des sujets. Ce sont des infirmières, c'est la jonction avec la pharmacie, avec les laboratoires. Et c'est ça qui fait. Et puis surtout, vous avez les marqueurs. Et puis on se rend compte quand même, quand on dit aux gens, bah, si on, une des mauvaises manières d'aborder la pertinence, ça a été le côté économique. À un moment, vous allez faire des économies. Excusez-moi, on s'en fout. Les économies, elles vont venir. Elles vont être l'élément conséquence et non pas l'élément. Parce que économiser un gant, je ne sais pas combien coûte un gant, mais on flirte avec le centime ou les 2-3 centimes. Par contre, dire que on va passer de 1 million de gants à 700 000 gants, voilà, c'est pareil. Hein. Il y avait un service de médecine interne aux États-Unis qui avait fait ça sur les tubes biologiques.
Ils avaient dit, voilà, si je dis on va faire un iono de moins, c'est pas grave. Ils affichaient à l'entrée du service, du côté infirmier, rassurez-vous, le nombre de gens qui étaient exsanguinés chaque année par leur prélèvement biologique. Donc, ils arrivaient à 27 ou 30 personnes qui étaient exsanguinées. Ah là, ça change du petit tube en moins. Et donc, voilà, c'est des marqueurs comme ça qui sont intéressants. En tout cas, c'est un beau travail que vous avez publié dans une très belle revue récemment, et je vous en félicite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, s'il vous plaît? On vous entendait bien, madame, oui. Ouais, c'est une très bonne remarque. Effectivement, en fait, on a tous retrouvé voilà, notre cœur de métier, parce qu'on a travaillé avec l'hygiène notamment là-dessus. Donc, ça a été l'occasion de cette campagne de dire, mettez plus de gants et frictionnez-vous les mains. Voilà, dans les deux messages à la fin, c'était quand je ne mets pas gants, du coup, je diminue mon impact sur l'environnement. Je me lave les mains, enfin, je me frictionne les mains, donc je diminue la transmission de BMR. Voilà, c'était une action conjointe. J'avoue que je mesurais que l'impact sur les gants, j'ai pas mesuré l'augmentation de l'éclat. La Société française d'hygiène a publié l'année dernière des recommandations sur les gants. Parce qu'on parle de nombre de gants, mais on pourrait parler vinyle, latex, etc. Parce qu'il y a également une déclinaison, une sous-déclinaison qui est également intéressante. Je crois que... On ne pose pas une question quand on présente juste après. Enfin, moi, je vous dis ça. Moi, j'étais intéressée par les seringues et la façon dont vous avez diminué le nombre de seringues. Et par contre, je n'ai pas bien compris si c'était parce que c'était des seringues qui étaient préparées, pas utilisées. Est-ce que vous avez changé vos modalités d'administration avec de la perfusion continue, de faire plusieurs administrations? Enfin, comment vous avez réussi à diminuer ce nombre de seringues? Je peux vous en parler très longuement en détail après, si vous voulez. Non. Après. En pratique, il y a plusieurs façons de faire. La meilleure façon d'être bon, c'est d'être très mauvais avant. Donc, c'est-à-dire que probablement qu'avant, on diluait nos seringues sans vraiment trop regarder ce qu'on mettait dedans. Ce n'est pas des seringues préparées, c'est des seringues de 60 ml qu'on met en IVSE, dans lesquelles on met par exemple de l'Acupan, par exemple, et puis on le fait courir sur 8 heures. Puis en fait, on se rend compte qu'en fait, on pourrait le faire courir sur 24 heures et mettre 3 fois plus dans une seule seringue. Donc au lieu de mettre 3 seringues par jour, on en met une sur 24 heures et ça se passe très bien. Il y a d'autres médicaments, par exemple, qui existent par exemple en 2% au lieu de 1%. Et donc si on met la seringue de 2%, en fait, on met moitié moins de seringues et pour la même dose de médicaments. Voilà. La plus grande épargne de seringue, c'est la voie orale. C'est également... Très bien, écoutez, merci beaucoup. Puis il pourrait y avoir une poursuite des conversations hors micro. Donc l'équipe suivante, c'est l'équipe du CHCB qui va nous parler, elle, des blocs opératoires. C'est ça, je ne me trompe pas? Bon, que je ne vous trompe pas. Donc vous êtes madame? Moi, je suis madame Loisic, je suis faisant cadre au bloc opératoire. Donc c'est bon, il est derrière vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement, comme l'a fait M. Massard, votre Donc, nous votre sommes projet? partis sur 3 actions principales. Du coup, la première, c'est l'utilisation de tenues de blocs réutilisables, les calots aussi, du coup, réutilisables, et la qualification en mode veille de nos salles de bloc. Donc, en fait, on est parti déjà depuis 2019 dans une démarche de recyclage, avec la création de l'association des petits doudous, où on recycle le métal. Depuis ça, on a travaillé aussi sur le tri des déchets. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément de filière de recyclage. Et pour en arriver du coup à l'appel à projet, où on s'est dit par quoi on peut commencer. Donc la première démarche, ça a été du coup les blouses réutilisables. On utilise à peu près 6000 blouses à l'année pour nos patients. Donc, ça fait une économie en déchets qui représente à peu près 248 kilos. Pour la qualité et la sécurité des soins, on a aussi mis en place du coup des calots réutilisables, mais par code couleur pour identifier les professionnels. On a un bloc où on tourne avec des médecins remplaçants
Et le fait de pouvoir identifier rapidement les professionnels avec qui ils travaillent, c'est aussi une amélioration de la sécurité dans la prise en charge des patients. Et enfin, la troisième action, c'est la qualification en mode veille de nos salles de bloc. En fait, la consommation énergétique, rien que de la centrale de traitement d'air d'un bloc opératoire, ça représente 20% de la consommation énergétique de notre établissement. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait, sur les périodes de non-utilisation des salles de bloc, diminuer le renouvellement d'air neuf dans la salle tout en limitant le risque de biocontamination. Donc, il y a une qualification qui a été faite. Donc, pour ça, on a travaillé avec les services techniques de l'établissement, avec les services logistiques, la pharmacie et l'hygiène. Donc, ça nous a permis aussi de découvrir, comme vous le disiez tout à l'heure, d'autres catégories de professionnels sur l'établissement de santé. Et ça a ouvert aussi beaucoup de portes. Donc là, on a commencé, grâce à l'appel d'offres et au changement de marché, à mettre en place des groupes de travail avec les différents chirurgiens. Donc un partenariat entre les médecins anesthésistes, les chirurgiens et les équipes paramédicales pour uniformiser les pratiques et pouvoir avoir des trousses opératoires qui regroupent du coup tout ce qui est compresse, bistouri, que chaque chirurgien, chaque opérateur va pouvoir utiliser en commun, ce qui permet de réduire énormément les déchets. Donc là, nous avons commencé à utiliser les premières trousses. Et nous avons aussi initié un partenariat avec la communauté de communes. Nous avons sur Pontivy un centre de recyclage. Donc nous avons fait une cartographie de tous nos déchets. Et cela nous a permis de voir aussi quels sont les déchets qui sont non recyclables, sur lesquels il va falloir travailler du coup dans les années à venir, aussi avec les labos, pour essayer de diminuer notre impact environnemental. Les déchets sur le bloc opératoire, ça représente à peu près 50% des déchets d'un établissement de santé. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir attaqué les locaux. Je trouve qu'effectivement, éteindre la lumière quand ça sert à rien, voilà, c'est un geste simple. Parce qu'un bloc opératoire, je me suis livré un petit calcul, mais c'est 40 heures de fonctionnement par semaine sur les 164. Donc, c'est le faire tourner pendant ce temps-là à plein débit le renouvellement d'air. Voilà, on a la chance d'avoir un établissement qui est récent, avec cette possibilité-là, du coup, en appuyant sur un bouton le soir, une fois qu'il n'y a plus personne dans la salle, de pouvoir réduire en fait le renouvellement d'air dans la salle et diminuer la réinjection d'air neuf en fait. Voilà, c'est des petites idées qui ne demandent qu'à être exportées. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention? Les tenues à usage unique, c'est également une belle idée. On voit que ça fleurit un tout petit peu partout. Alors, on n'ira pas au niveau scandinave, hein. J'ai lu un papier récent qui m'a quand même un peu perturbé. En Suède et Norvège, les chirurgiens rentrent en tenue dans leur bloc opératoire. Et ils opèrent en tenue de ville, avec uniquement un masque, des gants quand même pour pas qu'on les reconnaisse, mais c'est tout. Alors, quand j'ai commencé au bloc opératoire, on utilisait encore... Quand je suis arrivée au bloc opératoire, on utilisait encore les blouses réutilisables. Et tout à l'heure, on parlait de pertinence. Et c'est vrai que du coup, on a fait une étude sur la thermorégulation des patients liée à l'anesthésie. Et on s'est rendu compte que les patients, le fait d'avoir des tenues à usage unique, elles sont beaucoup plus fines et qu'il y avait beaucoup de pertes en fait, de chaleur des patients. Et depuis qu'on est repassé aux tenues réutilisables, on a une meilleure régulation en fait, de la température corporelle des patients et moins de patients à réchauffer aussi en salle de réveil. Voilà, c'est des effets indirects et fort intéressants. La salle d'or. Pardon. Madame Bernard, en attendant, Bordeaux, vous en êtes où de la réutilisation de l'usage unique? Moi, c'est une question pour les coblocs. Par rapport aux calots réutilisables, je sais que dans beaucoup de blocs opératoires, il y a encore des réticences, notamment sur l'hygiène des calots, comment ils sont lavés, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui est géré par la blanchisserie interne ou est-ce que c'est professionnel dépendant? Non, c'est géré du coup par la blanchisserie interne de l'établissement. Donc sur ce point-là, on a travaillé avec l'hygiène pour avoir du coup une composition des calots adaptée à la faible émission de particules. Donc on est à 67% de polyester et 33% de coton. Et du coup, tous les calots ont été pucés et passent à la lingerie. Donc c'est traité directement chez nous.
Merci pour cette belle intervention. J'en profite pour remercier Fabienne aussi qui a eu la belle initiative de vous mettre tous ces documents, toutes les expériences dans un petit flyer qui vous a été remis à l'entrée. On va passer à la pharmacie. Docteur Cécile Partant, vous êtes responsable de la pharmacie à usage intérieur du CH de Cornouailles, mais au-delà de tout un groupe territorial. Alors, vous avez eu cette expérience originale, c'est de sortir de la pharmacie, d'aller dans les unités de soins, d'y envoyer les pharmaciens, les préparateurs. En quoi la pharmacie, finalement, elle a un impact, en particulier, je crois que c'était en chirurgie, en quoi, finalement, la présence de ces professionnels, cette vision pluridisciplinaire, elle peut avoir un impact sur les soins éco-responsables. Merci de votre invitation à venir partager notre expérience. C'est vrai qu'on était à Quimper dans un contexte de circuit des produits de santé un peu particulier, c'est-à-dire qu'on préparait à la pharmacie l'ensemble des doses pour les patients, des services de chirurgie notamment et de médecine. C'est-à-dire qu'on avait des chariots qui descendaient à la pharmacie, des préparateurs qui passaient leur journée à découper les plaquettes, les mettre dans des tiroirs matin, midi et soir pour chaque patient. Et donc, on a profité de l'opportunité de l'automatisation pour pouvoir transformer notre circuit d'approvisionnement. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça va être l'occasion de pouvoir déporter l'expertise pharmaceutique dans les unités de soins. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à imaginer des missions pour les préparateurs dans les unités de soins plutôt que centralisées à la pharmacie. En parallèle de ça, on a participé à l'étude des réseaux Médit sur les médicaments jetés dans les hôpitaux. Et on s'est rendu compte que sur notre centre hospitalier, dans les services qui avaient été choisis, on avait 30% des médicaments qui étaient jetés qui relevaient des traitements personnels des patients et 50% qui relevaient de notre production de doses automatisées. Donc, à ce moment-là, on a pris un peu de recul par rapport à nos pratiques et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer ces chiffres qui étaient un petit peu, pas un petit peu, mais très mauvais. Donc, sur la partie processus d'automatisation, on a analysé l'ensemble des sachets qui n'étaient pas administrés aux patients et on a essayé de définir les causes. Dans les causes principales, il y avait des médicaments qui étaient prescrits si besoin. Il y avait des médicaments qui étaient à forte mobilité de prescription. Je dirais par exemple le potassium qui est ajusté très, très régulièrement avec des grosses consommations. Donc ces produits-là, les si besoins et les médicaments à forte adaptation de posologie, on les a enlevés de l'automatisation. Ça, c'est pour la partie production de doses à administrer. Et donc, pour répondre à la question, quelles ont été les missions de ces préparateurs une fois dans les services de soins? C'est justement d'assurer cette bonne coordination et concertation entre les professionnels des services de soins et les pharmaciens référents de service qui pouvaient ajuster le circuit des produits de santé. Donc, principalement, les préparateurs vont avoir une gestion au plus près des zones de transition. Donc, les zones de transition, c'est les entrées patients pour pouvoir produire au bon moment les médicaments, apporter au bon moment les médicaments pour les professionnels et surtout anticiper les sorties parce que dans le gaspillage, il y a beaucoup de gaspillage qui sont liés à des productions qui ont été faites et des patients qui sont partis entre-temps. Donc, voilà. Donc, cette partie coordination sur les zones de transition. Et ensuite, c'est l'analyse des prescriptions avec derrière des préconisations qui sont faites aux pharmaciens référents pour voir avec le médecin comment ajuster la prescription. Donc, dans leur analyse, on relève 30% quand même d'interventions donc des préparateurs qui sont liées à une démarche d'éco-soins. Donc, quand on parle de démarche d'éco-soins, on parle de l'adaptation de la forme pharmaceutique et d'éviter les redondances. Par exemple, de mettre 2 comprimés alors qu'on a le dosage double avec un seul comprimé. On parle bien sûr des relais IV-Péros, ça c'est un critère important. Donc, on a mis à disposition des préparateurs, mais derrière
des équipes soignantes, hein, puisque les préparateurs sont là pour propager la bonne nouvelle, des flyers expliquant que l'intraveineux, c'est pas mieux, avec toute une étude biblio sur les bioéquivalences entre la voie IV et Péros, de manière à systématiquement, quand un patient semble pouvoir avoir une administration orale, on fasse un relais IV-Péros. Et puis enfin, tout ce qui était recours à l'usage des traitements personnels, qui dans notre établissement est favorisé et même incité dans le cadre des inhalateurs d'ophtalmologie. On a fait le choix d'avoir très peu de références pour pouvoir promouvoir l'usage des traitements des patients sur cette thérapeutique-là, parce qu'on sait qu'il y a énormément de gaspillage et il y a un impact clinique majeur pour les patients, puisque de leur transformer leur inhalateur qui va très bien chez eux en 3 produits différents qu'ils vont utiliser 2 jours et qu'on va mettre à la poubelle après, voire qu'ils vont avoir en prescription de sortie, qu'ils vont aller chercher chez leur pharmacien et qui vont être mis à la poubelle. On s'est dit que c'était quand même un des volets sur lequel il fallait qu'on travaille, sur des services avec des DMS très courtes, et puis certains anticancéreux que l'on n'a pas en stock pour éviter les ruptures de prise en charge. Voilà, donc le préparateur en relais et en transmission de la bonne parole sur l'éco-prescription, et je dirais au-delà de l'éco-prescription, l'éco-circuit des produits de santé, pour pouvoir anticiper les besoins, apporter le juste nécessaire dans les services et surtout récupérer ce qui est récupérable quand le patient sort, pour éviter que le service fasse du stock, on va dire sauvage, hors dotation, parce que peut-être qu'il y en aura besoin pour un autre patient. Et puis peut-être que finalement, ça finit à la poubelle parce qu'il n'y en a pas eu besoin. Donc ces produits-là, on les ramène à la pharmacie et s'ils sont intègres, on peut les réintégrer dans notre stock. Rapidement. Ouais, je te relance, mais il va falloir être court. J'hésite. J'avais plein d'autres trucs à dire. Ouais, non, juste savoir si cette expérience, elle a été faite dans un service de chirurgie au départ. Est-ce qu'elle a pu être étendue à d'autres profils de services? Tu parlais des voies injectables. C'est vrai que ce soit sur la morphine, que ce soit sur le paracétamol ou les antibiotiques, ça paraît facile, mais est-ce qu'il y a finalement d'autres services pour lesquels il y a une utilité? Alors, cette organisation-là, on l'a déployée sur d'autres services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déployé sur l'ensemble de notre MCO, mais il faut une taille critique d'étage, parce que on n'a pas le luxe de mettre un préparateur par service. On a un préparateur en gros pour 80 à 100 lits, ce qui correspond chez nous à un étage. Donc, cette pratique, elle a été déployée sur tout le MCO avec des outils communs, et notamment sur le relais IV-Péros. On travaille beaucoup aujourd'hui sur les antibiotiques, ce qu'on faisait moins avant, avec à la fois une réflexion sur l'IV-Péros et aussi sur les modalités d'administration, comme tu en as parlé tout à l'heure. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à faire, et voilà, plein d'autres secteurs à aller mais c'est vrai que la ressource préparateur peut être une alternative dans la communication sur l'éco-soin. On n'a pas vu le volet pluridisciplinaire, mais on ne pouvait pas tout traiter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ouais. Alors, nous, on avait un contexte particulier. J'ai essayé de vous l'expliquer au début. On faisait de la dispensation nominative manuelle à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on avait du temps préparateur pour faire du découpage de plaquettes tous les jours. C'est ce temps-là qu'on a mis sans effectif supplémentaire tous les jours, sauf le week-end, tous les jours dans les unités de soins. Donc, c'est important qu'il y ait une régularité. C'est quand même des services avec des patients qui tournent beaucoup, pour qu'il y ait une régularité. Et bon, on n'en a pas parlé, mais une interconnaissance. Un préparateur qui vient une fois par mois dans un service, il n'est pas impliqué dans l'équipe de soins.
alors qu'un préparateur qui est là tous les jours, il a un vrai lien avec les infirmières qui sont le relais. Voilà, le relais. Oui, excusez-moi. Madame Horry, je suis sage-femme au GHRE. J'avais une question sur est-ce que vous avez regardé la composition entre deux spécialités au niveau de par exemple, le paracétamol, sur deux présentations différentes. Il y en a qui ont, par exemple, du dioxyde de titane dans leur composition de gélules, d'autres pas. Est-ce que là, vous avez fait un travail là-dessus ou pas du tout? Alors, on a fait dans le cadre on a fait plusieurs études dans le cadre de ce projet-là avec des données chiffrées que je pourrais vous montrer derrière. On s'est appuyé sur Ecovamed pour faire l'évaluation. Après, la difficulté que l'on a, mais comme tous les établissements, c'est qu'on est quand même contraint avec des marchés publics et qu'aujourd'hui, même si je montre que telle spécialité aurait un impact moins important, il faut que j'attende le prochain marché pour pouvoir le mettre dans le critère de choix et que ce soit celle-là qui soit valorisée si son prix est pseudo-équivalent aux autres, etc. Donc la contrainte des marchés publics sur l'éco-soin, elle est quand même là. Ça va être vu avec maintenant la nouvelle réglementation, le fait que la CV soit intégrée dans la notation des différents lots. On va pouvoir intégrer des volets environnementaux. Après, le dioxyde de titane, il est toujours disponible pour les produits de santé. Il est interdit dans l'alimentaire, je crois, mais pas pour les médicaments. Effectivement, c'est une grosse aberration. Merci Cécile Bertrand pour cette belle intervention. On va passer, pardon ? Et à tout de suite. Et à tout de suite pour on nous parlait des laboratoires. On va parler maintenant, cette fois-ci, imagerie, avec le professeur Ben Salem. Vous êtes professeur au CHU de Brest et vous avez travaillé sur deux approches en imagerie. L'approche de consommation, c'est-à-dire la définition de la dose d'iode, et puis également la récupération des déchets, en particulier de gadolinium. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes ? Alors, donc mon histoire avec les produits contrastes, ça a commencé avec les coquilles Saint-Jacques, parce qu'on a découvert du gadolinium dans une coquille Saint-Jacques Tech à la rade de Brest. Et puis du coup, j'ai commencé à refaire le circuit dans ma tête, que le patient, quand il a une injection de gadolinium pour son IRM, il va uriner son gadolinium. Les stations d'épuration, elles ne filtrent pas ça, et ça se termine au final dans l'eau du robinet et dans les fruits de mer, par exemple. Donc la première chose qu'on a fait avant ce projet, c'était de récupérer les fonds de seringues, les fonds de flacons qui n'étaient pas injectés avec Megador, dans une première mondiale. On récupère les fonds de flacons et de gadolinium de toute la France. Actuellement, la cuve, elle est à 1 tonne. Donc c'était 1,5 millilitres qui restait à peu près. Maintenant, avec le multipatient depuis mars, je pensais que ça allait baisser, mais j'ai encore quand même beaucoup de retours. Donc c'est cette matière première qui vient de Chine, c'est une terre rare, le gadolinium. 90% des terres rares sont raffinées en Chine. C'est extrêmement polluant. On utilise beaucoup d'eau pour l'extraction minière. C'est ce qu'on a fait, l'analyse du cycle de vie. Alors il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a l'empreinte gadolinée, il y a l'empreinte iode aussi, vous allez voir. Tout ça, ça pollue. L'iode, il vient du Chili, dans des zones désertiques, pareil. On utilise du benzène et puis pour l'extraire. Et puis après, pour faire les produits contraste iodés, on met c'est le kérosène pour l'extraire et on met du benzène pour fabriquer les produits de contraste. Donc, on a récupéré ces produits qui n'étaient pas injectés. Et puis après, on s'est dit, il faut s'attaquer aux urines du patient. Donc, grâce à cet appel à projet, on a pu avoir... On est les premiers en France et deuxième en Europe, ces toilettes filtrantes qui filtrent l'iode et le gadolinium. On récupère 50% de la dose injectée au patient pour l'iode et 15% de la dose injectée en gadolinium. Alors, je suis en négociation avec le café au-dessus à l'hôpital pour qu'il offre une boisson chaude, thé ou café, aux gens qui resteront 1 heure après l'examen. Mais c'est en cours, voilà. Donc ça, c'est des cartouches filtrantes, et comme les cartouches Brita, et elles partent, elles sont nettoyées, on récupère l'iode, et puis elles sont renvoyées pour réutilisation. Après, il y a la partie optimisation de la dose. Donc juste avec un calcul du poids maigre. Donc soit vous avez une formule, soit vous êtes riche et vous avez une balance à impédance-métrie qui va vous donner votre poids, c'est le poids total moins la graisse, ça vous donne le poids maigre.
Et on va injecter que sur le poids maigre, pas sur le poids total du patient. On économise 15% de la dose d'iode injectée. J'ai fait le calcul pour 2024 pour tout le CHU de Brest avec radiothérapie, parce qu'ils injectent aussi un peu la médecine nucléaire et carré. On faisait avec 15% d'injection en moins, millilitres en moins par patient en moyenne, on arrivait à 150 000 € par an. Alors déjà, c'est mieux pour le patient, parce qu'il a moins de produits de contraste dans son corps, ça fatigue moins les reins. Et après, il va l'éliminer. Alors l'iode, vous allez me dire, il y a de l'iode dans la mer, c'est quoi le problème si on injecte de l'iode et qu'il va uriner de l'iode? En fait, c'est quand on va faire l'eau du robinet, qu'on rajoute du chlore, et chlore plus produit de contraste iodé, ça fait quelque chose des sous-produits de désinfection de l'iode qui sont très toxiques, plus toxiques que ce qu'on a dans les piscines, la chloramine, vous savez, la piscine, elle ferme si le taux de chloramine dans l'air, il est supérieur à tant de ppm. Et après, pour revenir sur la partie DM, les DM, effectivement, nous, on en utilise en radio, comme tout service de soins, on utilise des seringues, on utilise des tubulures, des cathlons, etc. Ces DM sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, il est connu pour être cancérigène 4 croix. Et on peut avoir des DM, parce que dans un hôpital, les seringues, pareil, les compresses, c'est ce qui est utilisé le plus. Vous avez des options avec des DM qui ne sont pas stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Là, cette histoire, il y a une usine qui s'appelle Tetramed qui a été fermée sur décision de justice en Ardèche parce que les ouvrières qui stérilisaient ces DM étaient enceintes. Et ils ont eu une exposition, donc les enfants ont eu une exposition in utero et les enfants sont gravement malades. Gravement malades. Ils ont été indemnisés, c'est trop tard. Et ils avaient comme protection un masque chirurgical. Donc il faut penser que quand vous utilisez un DM, aux gens qui l'ont fabriqué, une exposition à 1 ppm par jour pendant 10 ans d'oxyde d'éthylène, ça c'est sorti en 2025, en avril 2025 dans un journal, ça donne 3 fois plus de chances de mourir d'un cancer du sein chez ces ouvrières qui étaient dans les usines qui stérilisaient à l'oxyde d'éthylène. Il y a d'autres façons de stériliser quand on peut pas, on fait avec. Mais pour des choses simples, j'ai regardé les seringues, j'ai trouvé des seringues qui étaient stérilisées au rayon. J'ai appelé la pharmacie pour dire est-ce que c'est le même prix que celle qui était stérilisée à l'oxyde d'éthylène. On m'a dit oui, c'est le même prix. Et puis après, 3 mois après, c'est revenu sur les anciennes seringues qui étaient encore stérilisées à l'oxyde d'éthylène. Merci pour votre implication pour toutes ces dimensions. Il y avait 3 dimensions finalement. J'en avais identifié 2 qui étaient la récupération des déchets et le recyclage et la diminution des déchets. Mais il y a effectivement le volet social et environnemental qui est essentiel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était vraiment. Oh là, oui. Bon, Ou l'examen redondant parce qu'il a été fait. J'étais de garde samedi, j'ai refait une IRM parce que le patient avait eu son IRM le vendredi, mais il n'y a pas eu les séquences qu'il fallait. Et donc j'ai dû refaire ça le samedi avec. Bon. Et donc on injecte aussi du produit, etc. C'est une bonne question. Normalement, c'est dans l'ordre en radio, c'est l'échographie qui pollue le moins. C'est l'examen d'abord qu'on ne fait pas, puis après c'est l'échographie, puis après c'est le scanner, après c'est l'IRM. Alors après, vous avez des gradations. Là, on est en train de travailler sur les PET scans, la consommation électrique des PET scans. Pareil pour les IRM. Alors effectivement, s'il ne faut pas le faire, il ne faut pas faire l'examen. Sinon, si on peut gagner des petites choses, c'est le temps. Par exemple, pour l'IRM, la consommation électrique, plus vous restez dans l'IRM, plus vous allez consommer. En épaississant la coupe de 1 mm de plus, vous allez gagner 30% d'économie en électricité. Alors l'électricité, jusqu'à présent, c'était jusqu'à ce qu'il y ait le problème en Ukraine, qu'on s'est aperçu que le prix a monté. L'hiver, les 4 mois d'hiver, le prix de l'électricité dans la journée varie. Vous avez des heures creuses et des heures pleines dans la journée. Je parle pas pour les particuliers.
Donc, l'idée, c'est de mettre, par exemple, des examens qui consomment moins, des genoux, des rachis, sur les heures pleines où ça consomme beaucoup, où le prix est cher, et sur les heures qui sont plus creuses, on met des examens qui sont plus énergivores. Donc ça, il y a une gestion, une anticipation à faire des rendez-vous, et puis aussi voir avec les équipes, parce que des fois, vous avez telle personne est postée pour le matin pour faire de la tête, et l'après-midi, ils font du genou, etc. Donc il y a une organisation, il faut qu'il y ait une flexibilité pour faire ça. Mais après, pertinence avec le prescripteur. Moi, je veux bien afficher dans la salle d'attente aux urgences le papier qui est sorti sur les cancers dans X années aux États-Unis, là, sur la surexposition des gens parce qu'ils ont eu des cancers suite au scanner, ou bien une autre étude chez des gens qui sont cancéreux. On s'est aperçu que multiplier les surveillances par examen, en fait, ça n'améliorait ni la qualité de vie, ni le soin au final. Merci pour toutes ces réponses. Une dernière petite question, on a le temps, Ludovic J'avais deux questions. Il y a déjà une question qui a eu une réponse par rapport à la répétition des examens en radiologie, donc j'ai déjà eu la réponse. Moi, je voulais juste savoir, le CHU de Brest est un grand centre. Vous avez indiqué 8 patients par jour. Vous espérez avoir 20 patients par jour. C'est sur quel ratio d'examens injectés par jour que vous arrivez à avoir 8 patients? Parce que ce serait bien de le transposer dans les petits centres de radiologie, Alors, effectivement, les toilettes, je les ai mises dans un endroit central, et donc on a 3 scanners et 3 IRM. Bon, le scanner des urgences et l'IRM des urgences, les gens, on ne les embête pas pour aller aux toilettes. C'est plutôt donc pour les externes. Il faut tabler plus sur le côté scanner, parce que je veux dire, on récupère 50% de la dose injectée, alors que pour le GADO, c'est 15%. Donc il faut motiver les équipes, il faut motiver aussi les patients. Donc quand on envoie la convocation, quand ils ont leur rendez-vous, ils ont une lettre d'information qui les avertit que s'ils veulent rester pour moins polluer la rade de Brest, ce serait bien qu'ils restent 1 heure. Alors ceux qui sont à la retraite, ils ont le temps. Et les jeunes, ils sont aussi sensibles aux problèmes de l'environnement, donc aussi ils restent aussi. En fait, on ne vous dit pas, il faut absolument rester 1 heure. C'est-à-dire que si vous avez envie d'uriner au bout de 5-10 minutes, vous y allez. Super, merci. Si vous avez d'autres questions, parce qu'il est très bavard, très motivé et particulièrement investi, je vous invite à le contacter directement via sa boîte mail. On trouvera une solution pour tout cela. Merci à vous 4. Bravo, c'était très intéressant. On passe. Madame Partant, vous avez le droit à votre siège. En tout cas, Nicolas descendait avec un message, c'est que les coquilles Saint-Jacques de la rade de Saint-Brieuc sont largement meilleures que les Saint-Jacques de la rade de Brest. Bon. Il y a comme ça des petits schémas. Hein. On a également dit que les patients dans les services de réanimation étaient plus irradiés qu'à Fukushima. Donc, il peut y avoir comme ça des comparaisons. Donc, le point suivant, pour ne pas se faire tuer par nos gentils organisateurs, ça va être sur la sensibilisation et l'accompagnement. Donc, j'invite, même Partant apparemment, c'est comme dans les églises du Centre-Bretagne, elle a son siège gravé. Monsieur Hard, pour cadre de santé de Guillaume Régnier, c'est ça? Bonjour. Et Madame Horry, qui est sage-femme au groupe hospitalier Rance et Émeraude. Merci de votre présence et merci d'avoir travaillé. Donc, Madame Partant, les hémocultures. Ah ben oui, c'est vous qui parlez d'abord des hémocultures. Ah, j'ai vu? Non? J'ai fait une erreur d'ordre? Oui, peu importe, les trois vont avoir droit à la parole. Donc, le micro marche. Alors là, c'est une présentation que je fais pour le compte du laboratoire territorial de Cornouailles à Quimper. Donc, le constat était le suivant. Ils se sont rendus compte que les flacons d'hémoculture représentaient une part importante des déchets. Et sur ces flacons d'hémoculture, il y en avait beaucoup qui étaient sous-remplis. Donc, ça a donné lieu à une prise de conscience, du coup, et à une volonté de pouvoir engager une sensibilisation au bon usage de ces flacons d'hémoculture, c'est-à-dire à leur bon remplissage et à éviter les contaminations qui pouvaient donner lieu à des faux négatifs. Hein. Tous ces flacons qui étaient jetés, une grande partie était liée à des faux négatifs.
Donc pour ça, il y a eu une diffusion d'un quiz à l'ensemble des personnels pour pouvoir recueillir leur connaissance des modalités de prélèvement. Et à l'issue de ce quiz et de l'analyse des retours, il y a eu une campagne de sensibilisation avec en premier lieu, dans les résultats donnés, quand le flacon était sous-rempli, la notion de faux négatif par sous-remplissage du flacon d'hémoculture. Et puis, voilà, un échange régulier avec les prescripteurs et les préleveurs, surtout, sur la bonne conduite du prélèvement d'hémoculture. Voilà. C'est pas elle, on l'a changé. Merci pour votre concision. Alors, moi c'est un sujet, je vais juste faire une petite aparté, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel on avait beaucoup travaillé, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup trop d'hémoculture. Ça, c'est déjà un premier gain, et qu'on les fait mal. Donc, vous avez attaqué le premier versant, c'est-à-dire que maintenant, à Rennes, mais je crois que dans beaucoup d'endroits, c'est une hémoculture, c'est 40 ml, c'est 4 flacons, et on ne répète pas, c'est fini, c'est terminé, c'est la seule hémoculture que devra avoir le patient, sauf vraiment un épisode caricatural. Je raconte une petite anecdote. Lorsqu'on a attaqué le sujet, on a vu qu'un patient avait eu au CHU de Rennes, j'en suis pas fier, mais je ne donnerai pas le service, 126 hémocultures, toutes négatives, mais ne rigolez pas, c'est parce qu'il y a des protocoles quelque part. Si température supérieure à temps, tac, hémoculture. Et si le malheureux a toujours au-dessus de 38,5, chaque jour, il est saigné en permanence. Donc, franchement, là, il y a un gros progrès à faire. Remplissez bien vos flacons d'hémoculture, faites bien remplir vos flacons d'hémoculture, faites-en 4, il y a 2 anaérobies et 2 aérobies, et c'est fini, c'est fini. Et vous allez voir, les gains, ils sont considérables. Deuxième élément, les indications. Nous également, on a travaillé avec les infirmières et les médecins, parce que les médecins sont souvent extrêmement coupables, mais excusez-moi, une petite griffe au passage, les infirmières également ne relaient pas nécessairement bien les indications. Donc, on a dans chaque salle de soins, il y a un placard pour les infirmières, l'hémoculture, et pour le médecin, l'hémoculture. Et on a pu baisser de 40% dans les services qui se sont lancés le nombre d'hémocultures, et on a augmenté de 15 à 70% le nombre d'hémocultures pertinentes parce qu'elles étaient bien remplies. Donc là, il y a un vrai beau sujet. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je suis bavard là-dessus, mais moi, je m'arrête vite. Sur les hémocs? Non. Parce que les hémocs mal remplis, c'est un flacon qui ne sert à rien, qui part à la poubelle, qui est à moitié vide, c'est une pollution, c'est... Voilà. C'est un sujet simple sur lequel travailler finalement. Oui, c'est un sujet qui peut être universel. Universel. Commencez par l'ophtalmo et puis vous finirez par les maladies infectieuses. Bonjour, je suis Alicia Fett, infirmière coordinatrice sur l'hôpital de proximité de Lanmeur. Je voulais juste savoir s'il y avait possibilité de faire partager ces protocoles en fait avec notre hôpital ou pas. Oui. Pour les hémocultures. Oui. Ok. Bien sûr, oui. Moi, j'ai des affiches à disposition, affiche infirmière, affiche. On se voit tout à l'heure, vous me donnez vos coordonnées, puis on vous envoie ça. Vous n'avez pas besoin de les réimprimer. Ok. Merci beaucoup. Bien sûr, non, mais c'est ça le rôle également d'une réunion IRAPS pertinente, c'est de partager. Voilà, il y a des choses qui sont faites quelque part, diffusons-les. Rien, avec plaisir. À tout à l'heure. Non, tu n'interviens pas une troisième fois. C'est bon. C'est bon. On était dans la sensibilisation des acteurs. On va parler de la sensibilisation des patients avec le PSM Guillaume Régnier. Le CHG, oui, excusez-moi, je reste sur des visions un peu antiques, mais ça commence à être je commence à avoir un grand âge. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quoi l'amélioration de la santé, toute la dynamique autour de l'éducation à la santé, finalement contribue à des soins éco-responsables auprès de vos patients? Pour revenir en fait au début du projet, c'est né avec Laetitia Guillaume, c'est une IPA en fait somatique qui est arrivée sur notre pôle. Donc pour resituer en fait, je suis cadre de santé sur le pôle support transversal au rétablissement. Donc on accueille des patients en fait hospitalisés au long cours et on a remarqué que ces patients-là en fait, la sédentarité elle est très présente et impacte le physique et le psychique.
Et il y a une pratique de soins aussi qui se fait, c'est que pour ces patients-là, on a constaté qu'à chaque fois qu'il y avait une consultation ou un rendez-vous, systématiquement, l'équipe de soins en fait, commandait un transport pour emmener le patient en consultation. Et donc, on s'est dit comment on peut faire en sorte d'arrêter de prendre ces transports pour diminuer justement aussi l'impact carbone, mais pas que, mais aussi du coup lutter contre la sédentarité. Et là est venu l'appel à projet de l'ARS où ça nous a fait tilt tout de suite l'écologie. Et on s'est dit pourquoi pas utiliser l'écologie comme un levier motivationnel pour faire bouger les patients. Et donc c'est en ça en fait qu'on a mis en place 3 soins. Et ces 3 soins étaient pensés en fait pour 3 catégories de patients. Une qui ont des capacités physiques à se déplacer, une autre où ils n'ont pas de motivation, mais ont des capacités physiques à se déplacer. Et le dernier, c'était le jardin thérapeutique pour les patients qui sont en fauteuil. Et on s'est dit comment on peut mobiliser ces patients-là à travers l'environnement. Et donc, du coup, par la motricité fine, s'occuper d'une plante permettait aussi d'améliorer leur état de bien-être. Et l'état de bien-être aussi, on sait très bien que ça permet d'éviter d'avoir recours à des si-besoins et donc à une surmédication. Donc, alternative à la thérapeutique, trouver des solutions de limitation des transports, ça a été 2 actions concrètes derrière cette lutte contre la sédentarité. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette approche beaucoup plus adaptée aux patients? Non? Merci pour votre intervention. Juste un commentaire, parce que moi je trouve ça remarquable, c'est-à-dire c'est quand même une population pas facile, hein. Non, mais c'est d'autant plus exemplaire pour vous que vous avez une population qui psychiquement est par définition atteinte et qui est souvent polymédicamentée. Donc s'attaquer à ces gens-là, leur redonner une activité physique, les inciter à avoir une activité physique, moi je trouve ça très bien. J'ai oublié aussi, on avait une autre mission à travers ça, c'est que l'idée de notre pôle, c'est de favoriser le rétablissement. Et le rétablissement, c'est aussi aller vers l'extérieur, c'est qu'ils puissent réintégrer un logement. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre éco-responsables aussi, et notamment sur la marche, la randonnée citoyenne, on l'a appelé, c'est de faire de ramassage de déchets tous les jeudis. Et aujourd'hui, on est à 70 kilos là, de déchets ramassés par les patients, qui eux-mêmes après font le tri, aluminium, plastique, etc. Pascal, tu as une question? Bonjour et merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Yannick Malédan. En fait, c'est assez remarquable au regard effectivement des personnes que vous accueillez. Moi, par rapport, pour faire écho à ce qu'on s'est partagé ce matin, en fait, comment vous avez travaillé avec ces personnes? Est-ce que vous êtes appuyé aussi sur les représentants des usagers, les associations qui ont convention avec le CSGR, les associations d'aidants qui sont très impliquées dans votre établissement? Voilà. Alors pour l'instant non, parce que on est en tout début. Enfin, tout début, ça fait c'est à petite échelle, mais on est dans un projet de pôle là, d'ouvrir justement un accueil de jour où on va accueillir des patients d'autres pôles qui sont hospitalisés au long cours et du coup essayer de propager un peu cette éco-responsabilité pour les soignants, mais aussi pour les patients qu'on accueillera. Je me permettais la question parce qu'il y a effectivement pas mal d'initiatives au CSGR avec les patients, donc avec des associations, vous avez une représentante ici là, de l'UNAFAM, voilà, à votre disposition. Merci pour cette intervention, ce commentaire. On va passer à la maternité. Je te passe la parole, Yannick. Merci beaucoup. Madame Horry, c'est ça, vous êtes sage-femme à la maternité du GHRE de Saint-Malo-Dinan. Donc, vous vous êtes attaqué, vous, à la toilette éco conçue en maternité. Merci de nous faire part de votre expérience. Alors du coup, ce projet, il est né à la base des 1000 premiers jours qui avaient été mis en place par le gouvernement. On a participé à la charte bretonne en santé environnementale en relais avec le réseau périnatal Bretagne, l'ARS et OSE. Et donc, on avait fait des grilles d'autodiagnostic sur cette thématique différente. Et on a eu plusieurs critères qui sont ressortis. Et on sait que c'est une période, la grossesse, en fait, où les parents ou les futurs parents sont très réceptifs à bien faire pour leur futur bébé.
Et donc, du coup, ça permettait de limiter les expositions à différents produits. Et on sait aussi qu'ils sont plus réceptifs si on montre le bon exemple. C'est aussi plus facile de reproduire à la maison les enseignements qu'ils ont eus dans les services, en fait. Donc, la toilette éco-conçue, donc c'était pour limiter tout ce qui était perturbateurs endocriniens ou substances chimiques indésirables chez les nouveau-nés et les femmes enceintes. Et donc, on a changé déjà tout ce qui était savon dans le service. On était sur des petits savons unidoses dans chaque chambre, en tout cas pour chaque bébé. On est passé sur des savons en flacon airless éco-labellisés. Du coup, on a aussi diminué nos déchets au niveau plastique et au niveau de la logistique. Une autre version du projet, c'est la création des carrés lavables. C'est-à-dire que il y a quelques années, on était au coton jetable. On est passé aux gants de toilette lavables qui sont utilisés dans tous les services de soins de l'hôpital. Sauf qu'en fait, pour un nouveau-né, c'est pas du tout adapté en termes de taille, manipulation. C'est pas du tout. Voilà. Donc, on va créer des carrés dimension pour les nouveau-nés. Donc, on va aussi limiter les déchets par ce biais-là. Et on intervient aussi en anténatal en proposant des ateliers de santé environnementale sur 3 thématiques qui sont l'air intérieur, les cosmétiques et l'alimentation. Où du coup, voilà, ça permet d'identifier et de donner les bonnes informations aux parents, même avant la naissance. Merci beaucoup. Je crois que c'était une des questions, donc elle tombe. Donc, dès les consultations prénatales, vous initiez en quelque sorte les parents à vos bonnes pratiques. C'est bien vécu, c'est bien ressenti, c'est bien. Oui, les parents sont très demandeurs et du coup, on propose généralement au 7e mois de grossesse, dans le cadre des préparations à l'accouchement, ces ateliers. Et puis, on ouvre aussi, on travaille avec les sages-femmes libérales, les médecins libéraux, les pédiatres. Et voilà. Donc, on essaye de viser le maximum de public. Est-ce qu'il y a des questions Madame? Merci. Donc, je suis patiente partenaire représentant des usagers. Et je voulais savoir si j'ai bien compris, ceux qui sont à mobilité réduite font le jardinage, c'est ça? Sont orientés. Alors, ils sont prioritaires pour le jardinage, mais bien sûr, c'est ouvert aussi aux autres. D'accord. Mais je disais quelqu'un qui n'aime pas le jardinage, comment ça se passe? En tant que patiente qui n'aime pas le jardinage. On trouvera d'autres solutions pour cette personne-là. Il y a de l'ergothérapie, il y a plein d'autres soins qui sont proposés. Ouais, ça m'a un peu interpellée, en fait, contre le choix du jardinage pour les personnes à mobilité réduite, si j'ai bien compris. En fait, on s'est aussi basé sur les études des articles qu'on a pu lire sur le fait de jardiner, l'environnement, en fait, permettait d'apaiser aussi. D'accord. Et c'est un soin sans être un soin, en fait. Il n'y a pas de jugement et ils sont vraiment seuls, accompagnés de soignants. Mais ils sont avec eux-mêmes, donc ils s'occupent d'un jardin et puis en fait, ils se sentent mieux. Et voilà. Après, il y en a qui n'aiment pas, mais en regardant, des fois, il y en a qui sont curieux et qui viennent quand même. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Madame Leroy, donc je suis cadre sage-femme à l'hôpital du CHCB Centre-Bretagne. J'ai 2 petites questions pour Madame Maury. La première, donc, Dinan, vous avez une néonate? Dinan Saint-Malo? Non, il y a une pédiatrie à Dinan et la néonate est sur le site de Saint-Malo. D'accord. Vous avez associé du coup la néonate à cette démarche sur la maternité? Oui, du coup, on a travaillé ce que je disais sur les savons, sur aussi les contenants, les biberons. Voilà, le prochain marché sera avec que des biberons en verre, entre autres. Et la deuxième question, c'est juste savoir comment est utilisée la chambre pédagogique. C'est un projet chez nous. Est-ce que ça l'est en anténatal? Est-ce que ça l'est aussi sur des séjours en maternité? Comment vous l'exploitez? Alors, la chambre pédagogique sur Dinan, elle est déjà exploitée par mes collègues en anténatal
pendant les séances de préparation à la naissance et aussi lors des ateliers de santé environnementale. Et sur Saint-Malo, elle est en cours de création. Voilà, parce qu'il y a des critères qui sont inhérents à la sécurité et voilà, ce qu'on avait prévu au départ n'a pas pu se faire comme on l'avait imaginé. Donc, on a recadré et ça va se faire là d'ici la fin de l'année. Très bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois pour ces beaux retours d'expérience. On va passer au troisième point, c'est l'impact des ressources. Et donc, je me permets d'appeler Monsieur Akaoui, qui est interne en médecine interne au CHU de Rennes, Madame Bédubourg, qui est directrice du pôle en éco-soins du pôle Saint-Hélier. Elle a son fan club. Et le docteur Claire Frougeroux, qui est coordonnatrice d'études cliniques au CHU de Rennes. Merci à vous trois. Et donc, on va commencer par M. Akaoui. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé à travers l'exposé précédent. Donc, c'est l'impact carbone des prescriptions biologiques dans un service de médecine interne. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Oui, donc bonjour. Comme vous le disiez, je suis Antoine Akaoui, je suis un interne en médecine interne au CHU de Rennes. Et donc, je mène ce travail dans le cadre de ma thèse de médecine. Et l'idée, c'était de voir dans un service qui est très prescripteur d'examens biologiques, notamment à visée diagnostique ou à visée de suivi, est-ce qu'on pouvait avoir une amélioration de nos pratiques, d'abord en tant que médecin et en tant que prescripteur, pour voir s'il n'y avait pas des examens qui étaient surprescrits et dont on aurait pu diminuer la prescription. Et la première étape, c'est, parce que c'est encore en cours, c'est d'essayer d'étudier finalement l'impact de ces différents examens biologiques. Et en première étape, en fait, dans la littérature, il n'y a pas énormément d'études qui s'intéressent à l'impact précisément des examens biologiques. Donc, c'était essayer de reproduire une étude qu'on avait trouvée sur des examens biologiques assez courants. Donc qui sont des examens pour les reins, pour la numération formule sanguine, et de voir si on arrivait à retrouver des résultats assez similaires. Et ensuite, la seconde étape, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'en médecine interne on a comme examen. On est prescripteur de certains examens qui sont des examens très spécifiques. Et on a essayé de récupérer l'ensemble des examens prescrits par les différents services de médecine et les comparer à ceux du service de médecine interne et d'en tirer des conclusions sur quels étaient les examens qui étaient plus spécifiques à notre service et pour essayer d'en étudier l'impact et aussi d'en étudier la pertinence. Est-ce que ces examens sont toujours prescrits? Donc voilà à peu près l'idée, et l'objectif, ce serait ensuite d'avoir des enseignements sur qu'est-ce qu'on peut réduire, comment on peut réduire. Et voilà. Les premiers enseignements, déjà, c'est que finalement, ce qui impacte énormément, enfin le plus gros impact, c'est l'acte en lui-même. Et donc, ça va être d'essayer de réduire le nombre de prises de sang et d'essayer de coupler toutes les prises de sang en une seule pour utiliser le moins de consommables possible. Merci beaucoup. C'est un vrai sujet. Hein. C'est vrai que dans ce que vous décrivez dans la médecine interne, vous avez deux types de biologie. Je peux me permettre, il y a la biologie que j'appelle de routine, la numération, le iono, etc. Et ça, on voit qu'il y a une itération quand même, je ne parle pas de chez vous, hein, je parle en général, qui est quand même assez importante. Et puis, vos examens spécialisés que vous avez décrits, là, le levier, il est quand même moindre que sur le reste. Hein. Mais sur les numérations, sur les ionos, c'est assez effrayant. Je raconte une petite histoire, j'en raconte quelques-unes comme ça de temps en temps. C'est la dernière année On avait comparé un jour les numérations de formules dans un service de réanimation avec l'analyse de la conjonctive par un senior aguerri. Il y avait moins d'1 gramme de différence sur 2500 patients. Donc, on aurait pu se permettre d'enlever 2500 tubes de numération de formules. Question sur la biologie? Vous en faites tellement peu que vous n'avez pas de questions.
Bon, écoutez, merci beaucoup. Et on va passer à vous, mais avec toute. J'ai compris que c'était une dynamique d'équipe que vous représentiez aujourd'hui, donc on va être très prudent dans les questions. Voilà, vous avez une expérience originale au niveau du pôle Saint-Hélier, c'est que vous êtes allé réfléchir sur les soins qui étaient le plus impactants en termes environnemental. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Et finalement, comment on fait pour mesurer l'impact carbone ou le volet, toute la dimension environnementale d'un soin? Merci beaucoup et merci beaucoup de nous avoir choisi déjà le privé solidaire parce que je vois qu'on n'est pas toujours représenté, mais aujourd'hui on est là, donc merci beaucoup. Effectivement, on a réfléchi en fait aux 3 soins qui sont les plus dispensés au sein du SMR, qui sont la toxine botulique, les pompes baclofène et puis les bilans aérodynamiques. Et à partir de ces 3 soins, on s'est dit on va déjà les mesurer. Et donc ça, c'était la phase 1 qu'on a réalisée notamment avec From the Block, là, qui sont présents dans la salle, vous l'aurez compris. Et on s'est dit, tiens, quelle est notre part de déchets déjà au niveau de l'établissement? Donc vous avez la chance de découvrir ici un camembert qui représente la part des déchets du pôle Saint-Hélier. Et notamment, du coup, on a pu réaliser qu'on avait plus de 50% d'ordures ménagères. Et c'était là qu'on avait une part d'action, en fait, notamment sur ces soins. Et From the Block a été jusqu'à analyser les déchets de ces 3 soins, jusqu'à une pesée, en fait, manuelle pour voir quels étaient ces 3 soins. Mais au-delà du déchet, en fait, on a été plus loin puisqu'on a mesuré l'impact carbone de ces 3 soins, donc aussi bien pour les bilans aérodynamiques, les toxines et puis les pompes. Et donc ça nous a permis d'avoir un premier indicateur de quels étaient l'impact carbone en fait de ces 3 soins. Et après, on est passé à la phase action. Donc la phase action, la première, ça a été de travailler avec Opinov, qui sont présents également dans la salle, sur un outil collaboratif où en fait, il y avait le groupe de travail qui est composé de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, dans lequel en fait, les soignants ont accès à l'information du consommable, de son impact carbone et également du coût finalement du consommable qu'ils vont utiliser. Donc là, ils l'ont en direct et ils voient la modification en fait, de protocoles sur lesquels ils peuvent agir. Donc ça, c'était la première action. La deuxième, c'est qu'on a modifié tout simplement les poubelles de tri dans les salles de soins infirmiers, puisque ce n'était pas réalisé jusqu'à ce jour. Et la troisième, ça a été évoqué en introduction. On a travaillé en fait sur tout ce qui était utilisation du Méopa, qui est très consommateur. Et on est passé par le CLUD pour sensibiliser justement sur l'impact carbone du Méopa versus des solutions alternatives non médicamenteuses type en fait hypnose virtuelle, avec lesquels on travaille depuis quelques années. Mais là, on va mesurer, à partir de cette sensibilisation qui sera poussée par le CLUD, quel est l'impact en fait, de l'utilisation de solutions non médicamenteuses en réalité virtuelle versus le Méopa à partir de cette action-là. Et après, la suite, on espère généraliser justement cette démarche avec ces protocoles collaboratifs à l'ensemble des soins du SMR. Donc, c'est tout le soin qui est modifié? C'est-à-dire que ce n'est pas la pratique uniquement médicale, c'est la pratique soignante, c'est l'usage des produits. Comment on arrive à mobiliser toute une équipe autour d'un soin? Qu'est-ce qui fait la dynamique de ce projet? Merci pour la question parce qu'effectivement, l'idée, c'est que les perles partent au pair. Et déjà, ce projet est porté par le Lab, qui est le laboratoire de recherche en fait, du pôle Saint-Hélier, qui est intégré, où on a des infirmiers qui ont intégré d'autres infirmiers, qui vont eux-mêmes parler à d'autres infirmiers. Et on a fait ça avec chaque métier en fait, impacté dans ces soins-là. Merci pour cette belle intervention. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il y a une dynamique projet, il y a une vision d'implication des professionnels, il y a la mesure d'impact. On a vraiment un projet qui est complet sur ce dossier de Saint-Hélier. Non, je pense que vous avez peut-être un petit peu de fatigue après toutes ces interventions. Merci pour votre belle intervention. On va revenir vers le CHU de Rennes avec cette dernière intervention. Finalement, on est dans la recherche, on aurait peut-être pu commencer par cela. Pour autant, on le sait, quand on mesure l'impact carbone des produits de santé, on a une valeur environnementale importante. Ça a été dit par Noël Bernard tout à l'heure, 50% de l'impact carbone, c'est les produits de santé. Donc la recherche clinique qui est associée est essentielle. Et quand on évalue l'impact carbone d'un médicament,
On sait qu'il y a aussi tout le volet recherche constitue une part essentielle et importante finalement de l'impact carbone. Donc il n'y a pas uniquement la production, il n'y a pas que l'acheminement, il y a aussi l'élaboration et ça a bien été illustré tout à l'heure. Alors aujourd'hui, vous avez cette démarche au CHU de Rennes de recherche, de mesure de l'impact carbone de la recherche clinique. Alors comment vous y prenez et finalement pourquoi, sur quoi cela aboutit? Oui, pourquoi différencier et rechercher à mesurer l'impact carbone de la recherche clinique spécifiquement, sachant qu'elle peut être intégrée aux activités d'un CHU ou d'un CH d'ailleurs. Il y avait 3 bonnes raisons pour moi de travailler, de mesurer les impacts environnementaux des essais cliniques. Tout d'abord, c'est que la recherche clinique est un levier indispensable et qu'il faut pérenniser. On l'a vu que c'est un levier dans la réponse aux crises sanitaires, on l'a vu dans le Covid, et c'est également un outil indispensable pour mesurer finalement la pertinence d'un soin, vous l'avez dit, et aller vers la sobriété. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est qu'elle a finalement un impact carbone qui est réel. Et en 2021, alors les premiers travaux sont un peu plus anciens, mais en 2021, il y a une étude qui a estimé à l'échelle mondiale que l'ensemble des essais cliniques menés à ce moment-là avaient des émissions équivalentes à près de 27,5 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui équivalait à peu près aux émissions d'un pays comme la Suisse. Donc ça valait le coup de se pencher quand même sur la question. Et puis, la troisième bonne raison, c'est que mesurer l'impact carbone d'un essai clinique, de la façon de gérer un essai clinique, c'est pouvoir identifier des leviers spécifiques qui soient potentiellement complémentaires à ceux du soin. Et donc, pouvoir mettre en place des essais cliniques qui soient décarbonés et en garantissant leur qualité scientifique. Est-ce que demain, finalement, quand on a un projet de recherche clinique, on doit y intégrer un volet environnemental? Oui, on doit. Et maintenant, la DGOS nous le demande également dans les appels à projets pour financement. Donc, je dirais que les étoiles sont alignées pour que tout le monde aille dans le même sens. Et puis, aujourd'hui aussi, on a un outil. Il existe un outil, alors une méthodologie qui avait été développée par une équipe britannique. Les Britanniques sont beaucoup plus avancés que nous sur l'éco-responsabilité de la recherche, mais du soin aussi. Et cet outil a été adapté au contexte français et on bénéficie aujourd'hui d'une calculette carbone spécifique à la recherche clinique. Alors, grossièrement, la démarche est assez simple. On va lister l'ensemble des activités liées à une recherche clinique. Donc, ça va de l'impression des documents, l'utilisation de médicaments ou dispositifs médicaux, les déplacements des patients pour les visites, etc., le déplacement des équipes de recherche. Et puis, à partir de ces activités, on va, une fois qu'on les a recueillies, on va leur attribuer des facteurs d'émission carbone, ce qui va nous permettre d'estimer de façon globale et par type d'activité l'empreinte carbone des activités. Et l'utilité, c'est que finalement, à partir de ça, on va pouvoir identifier des leviers et pour décarboner nos essais et travailler de façon un peu plus éco-responsable. Merci pour ces belles interventions. Est-ce qu'il y a des questions sur la salle sur les 2 dernières interventions? Pascal, on était pas mal sur la fin. Question, mais c'est vrai que alors, désolé, c'est pour l'intervention précédente en fait. C'est vrai que ça a été vite et du coup je continuais à réfléchir et je lisais la dernière phrase là, que vous avez mis dans votre poster. C'était d'identifier une méthodologie, des outils pour répliquer cette analyse à d'autres soins. Parce que moi, comme tu l'as souligné, Gilles, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est comment vous avez réussi à changer une pratique en fait. Une pratique forte, puisqu'on est passé d'un produit à une technique qui n'utilise pas de produit. Donc, vous avez cité l'exemple des infirmiers, comment vous aviez fait avec les infirmiers, mais on voit bien que c'est une démarche collective. Est-ce que du coup, alors je vais essayer d'être clair, est-ce que du coup, là, ce que vous avez réussi à faire avec le MEOPA, vous dites, ben voilà, on a essayé d'identifier une méthodologie, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, en fait, sur comment est-ce qu'on modifie la pratique d'une équipe, en fait, pour quelque chose qui paraît, une fois que vous le dites, vous va dire, bah ouais, super, quoi. L'hypnose virtuelle, c'est vachement mieux que le MEOPA, quoi.
Alors, nous, l'hypnose virtuelle, on l'avait déjà intégré depuis plusieurs années, mais on ne l'avait pas mis dans un axe en fait écologique. On était vraiment sur une prévention de la douleur et puis aussi de se dire la personne, elle peut être autonome dans son soin et mettre le casque en fait quand elle en a envie. On avait même des utilisations sur des soins palliatifs qu'on trouvait vraiment très intéressantes. Donc, ça ne nécessitait pas d'avoir tout le temps un soignant à côté pour dispenser le méopa. Et à partir de là, en fait, on a eu aussi, on a réfléchi, mais grâce à cet appel à projet, de se dire ouais, mais c'est vrai que le méopa, c'est très consommateur. Et donc, comment on peut avoir une alternative? Et entre-temps, on a aussi travaillé avec Music Care, en fait, donc pour avoir encore une autre solution non médicamenteuse. Et là, en fait, maintenant, on mesure les taux de connexion, les durées de connexion, et on veut justement faire un parallèle avec l'utilisation du méopa. Mais au-delà de ça, et par rapport à votre question, on se dit, bah, c'est vrai que cette démarche, on peut la répliquer à d'autres soins. Par exemple, nous, on a beaucoup de soins d'escar, de pansements. C'est très consommateur en termes de consommables. Donc, comment on peut répliquer finalement cette démarche qu'on a mise en place avec un protocole collaboratif sur des soins qui génèrent beaucoup de consommables et de déchets. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, de toute façon, on ne peut pas travailler sans les soignants qui doivent être partie prenante. Et c'est comme ça qu'on a intégré à la fois le lab, les équipes soignantes, et puis après les différentes instances comme le CLUD ou peut-être demain ce sera le CLIN en fonction du soin en fait qu'on va répliquer quoi. Faire avec les professionnels. Ah bon, oui, ouais. Et dès le départ. Pas d'autres questions? On vous invite à rester. On va... Ah, il y a une question. Bonjour à tous. Alors, mon propos ne va pas trop porter sur une question, mais plutôt sur une observation générale par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis le début de la journée. Donc, je m'appelle Marie-Jeanne Burlot, je suis responsable qualité et gestion des risques à la clinique des Augustines à Malétroit, donc petit hôpital de proximité du Morbihan. Moi, ce dont je fais le constat, c'est que quand on parle pertinence de manière générale dans un petit établissement, ce qui nous est remonté, c'est que c'est compliqué d'y travailler, on n'a pas de temps disponible pour cela. Voire même, j'ai même entendu, on est trop petit pour ça. Donc, je voulais remercier l'ensemble des participants à la fois pour la qualité des démarches et à la fois pour la qualité des présentations aujourd'hui. Et en fait, ma question, elle est plus institutionnelle, en tout cas régionale. Tous ces supports, toutes ces démarches qui sont conduites au sein de la région, je pense qu'elles méritent, alors vous les avez partagées, mais même d'un point de vue méthodologique, de pouvoir en bénéficier à l'image de ce qui a été fait sur la pertinence des soins en gériatrie, sur la campagne Choisir avec soin, à laquelle on a participé et qui a effectivement permis d'initier des choses au sein de l'établissement, mais c'est plus facile de partir sur des démarches qui sont déjà construites. On peut s'en inspirer, mais on peut même les dérouler. Alors, on n'en est pas encore à la mesure d'impact, mais néanmoins, à l'échelle de l'établissement, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Et c'est cet effet levier qui me fait penser que si collectivement, on partage nos démarches, ça peut avoir un effet bénéfique pour l'ensemble de la population, puisque c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Alors, je vais vous répondre par deux initiatives. La première, elle a été initiée par Fabienne Lourd. Vous l'avez vu, on a du retour d'expérience qui est formalisé dans un document avec des intervenants que vous pouvez contacter. Et on va essayer d'étoffer tout cela parce qu'on a d'autres sources de retour d'expérience pour en faire un livret régional qui sera partagé. Le deuxième point, c'est qu'il y a une journée régionale organisée au CHU de Rennes le 4 novembre prochain. Je ne sais pas s'ils auront le temps d'en parler. Je ne sais pas si Timothée, tu es dans la salle. Il est là, voilà, sur tout le volet éco-soins, et il y aura une dynamique également autour des retours d'expérience. Bon, voilà, c'était la première initiative, elle est liée à cet appel à projet. On voit qu'il y a une dimension collective de partage qui est à structurer, à formaliser. Donc, on va essayer tous de se réunir pour envisager finalement la suite et profiter de la belle dynamique qui a été générée par l'Agence régionale de santé.